Bonjour à tous, Julien Chauvet, enchanté d'être avec vous pour cette conférence. Ravi d'avoir entendu l'exposé précédent, dont celui de Flavien Neuvy, qui appelle beaucoup de questions, mais on va garder ça pour la fin. Donc de mon côté, je dirige les activités hydrogène d'Engie Solutions en France et un peu plus largement le développement de nos offres de mobilité alternative. Et peut-être pour poursuivre la présentation globale de Nathalie, pardon, moi j'interviens dans un ensemble qu'on appelle Engie Solutions, qui est un métier, et j'aime insister dessus, qui est un métier dit de solution client, où l'on s'intéresse aux usages de l'énergie et donc aux usages de l'énergie réalisés par les clients. Nos clients sont les industriels, sont les villes et les territoires, et également les bâtiments, qu'ils soient tertiaires ou d'habitation collective. Concrètement, notre enjeu est de traiter la problématique énergétique à cette échelle décentralisée, avec les trois grands enjeux de la transition énergétique, que sont effectivement le verdissement, mais la transition énergétique n'est pas que le verdissement, c'est également consommer moins, et puis en consommant moins, cette évolution, cette transition permet aussi de repenser la ville. Flavien Neuvy, vous en avez beaucoup parlé à travers la place de la voiture en ville, mais c'est tout un quand on va rénover au-delà de la mobilité une ville, on la repense en installant un bus à haut niveau de service, en faisant de la rénovation énergétique des bâtiments. On peut repenser les lieux de vie et de travail pour les rendre plus durables, plus attractifs, plus résilients et également connectés. Et donc, on aborde la mobilité à travers ce point de vue de quels sont les usages dans les territoires de mobilité, comment peut-on les verdir et comment surtout peut-on déployer les infrastructures qui vont permettre de répondre à ces nouveaux enjeux de mobilité. Concernant mon exposé, donc je vais vous parler de mobilité en général, d'hydrogène un peu plus en détail, et également de transition énergétique. Et donc, pour commencer, je souhaite et j'ai envie et j'aime commencer par un diagramme qui peut être un petit peu compliqué à la lecture, mais qui me permet d'illustrer notre vision de la transition énergétique et puisqu'on va parler un peu plus d'hydrogène, le rôle que pourrait y jouer l'hydrogène. Donc ce diagramme, je vais vous le simplifier, vous le résumer. Globalement, on l'appelle le diagramme de Sankey. Il part à droite des usages finaux de l'énergie. Et donc, on voit en rose en haut la chaleur, qui est le premier usage final de l'énergie. La mobilité, qui représente à peu près un tiers des usages finaux de l'énergie. Et puis, ce qu'on appelle les usages spécifiques de l'électricité. C'est-à-dire que en gros, l'essentiel de nos besoins énergétiques consiste à chauffer, à se déplacer. Et puis, il y a le reste pour lequel on consomme de l'électricité. Et en fait, pour faire tout cela, il y a à la base des énergies primaires. Et si on prend le système énergétique depuis que l'homme a inventé le feu, on brûle des énergies carbonées. Globalement, l'énergie primaire est une énergie qui est carbonée et stockable. Charbon, pétrole, bois, charbon, pétrole, gaz naturel dans l'ordre. Et nous avons décidé, nous avons pris la décision collective de sortir du carbone. Et en fait, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Elle est prise de manière assez ferme. Alors, c'est assez doux, hein, parce que, comme certains disent, on entend les arbres tomber, mais pas la forêt pousser. Mais en fait, le mouvement est parti. Pour donner quelques illustrations assez simples, vous parliez précédemment du bannissement des moteurs thermiques dans un certain nombre de pays. Des grands constructeurs automobiles, des grands constructeurs de camions ont d'ores et déjà annoncé qu'ils arrêtaient de développer ces moteurs, c'est-à-dire qu'ils anticipent cette interdiction. D'un point de vue d'un point de vue plus énergétique, l'électricité renouvelable, qu'elle soit d'origine solaire ou d'origine éolienne, est d'ores et déjà bon marché et abondante et meilleur marché que le pétrole.
Alors, quand je dis qu'elle est meilleur marché que le pétrole, on exprime habituellement les prix de l'électricité en euros par mégawattheure et moi, je me suis amusé à les exprimer en dollars par baril. Donc, on prend l'unité monétaire, on remplace l'euro par le dollar. Le contenu énergétique, on remplace un mégawattheure par un baril, par le contenu énergétique d'un baril de pétrole. Eh bien, dans les pays ensoleillés, dont l'Arabie Saoudite, l'énergie solaire est à peu près à une vingtaine de dollars du baril, pour vous donner l'ordre de grandeur. Elle est en Europe du Sud, donc les derniers appels à projets, derniers appels d'offres qui ont été attribués en Espagne et au Portugal, l'énergie solaire est à 40 dollars du baril. Et en France, en fonction des technologies, elle est, on va dire, autour de 70-80 dollars du baril de pétrole. Dit autrement, l'énergie renouvelable est actuellement une source d'énergie non carbonée et renouvelable et bon marché. Et donc, tout ça explique cette transition. Et donc, dans ce grand schéma, tout l'enjeu pour passer du monde actuel où 90% de l'énergie primaire est carbonée et stockable à un monde où l'énergie primaire est non carbonée et non stockable, ben, ça consiste à réinventer toute cette chaîne et à se poser la question de comment va-t-on satisfaire nos besoins finaux d'énergie, de chaleur, de mobilité et d'usage d'électricité à partir d'éoliennes et de panneaux solaires. Pour faire très simple, il y a également une partie, puis on en parlera à travers notamment le gaz renouvelable, une partie de biomasse qui va rester pour des usages énergétiques, que ce soit pour faire des biofuels ou du biogaz. Euh, et donc dans ce grand système, on voit l'hydrogène comme étant l'élément quand on le produit à partir d'électrolyse de l'eau, donc ça veut dire qu'on va craquer des molécules d'eau en mettant de l'électricité dedans, on fait de l'hydrogène et de l'oxygène, donc c'est un hydrogène renouvelable. Et cet hydrogène, dans ce grand système énergétique, il va répondre à quatre besoins et à quatre fonctions. La première fonction, elle est ici dans les usages de chaleur, notamment ici dans les usages de chaleur industrielle. Il y a un certain nombre de procédés industriels qui ont besoin de flammes. Et l'hydrogène permettra de faire une flamme à partir d'électricité renouvelable. Donc ça, c'est un premier usage industriel. Le deuxième usage, il est ici dans la mobilité, notamment dans le transport de marchandises et dans la mobilité lourde de personnes. On pense qu'on ne peut pas répondre avec des batteries à du transport lourd et intensif et que l'hydrogène, soit comprimé dans des grosses bonbonnes, soit liquéfié, est un moyen d'adresser la mobilité, qu'elle soit aérienne, fluviale, maritime, ferroviaire ou routière, bien évidemment, tout particulièrement sur des camions, des bus, des autocars, des taxis ou des véhicules de livraison. En gros, tout ce qui est véhicule qui roule beaucoup. Et pour même avoir une vision assez simpliste, on pourrait imaginer à terme un monde où les véhicules qui étaient précédemment à l'essence soient des véhicules à batterie et les véhicules qui étaient au diesel soient des véhicules à hydrogène, pour faire un truc assez simple. Et puis la dernière fonction que cet hydrogène peut remplir dans le système énergétique, donc les deux dernières fonctions, elles sont plutôt systémiques, pardon. La première, il est beaucoup plus facile de transporter un gaz sur des grandes distances que de transporter un électron. Et donc, l'hydrogène pourrait être un moyen de produire des grandes quantités d'énergie renouvelable dans des zones favorables, des façades maritimes pour l'éolien en mer, des zones ensoleillées pour le photovoltaïque, et de transporter cette énergie vers des bassins de consommation. C'est l'initiative qui est annoncée par certains qui souhaitent produire de l'hydrogène renouvelable en Afrique du Nord ou en Espagne. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'un gaz est un produit à la différence de l'électricité qui peut se stocker dans le temps entre les saisons. Et donc, nous pourrions imaginer stocker cet hydrogène renouvelable dans des grandes cavités sous terre. Et donc, on va faire des premiers essais, un premier démonstrateur en région Auvergne-Rhône-Alpes à côté de Bourg-en-Bresse,
sur un stockage de Storengy, une filiale d'Engie, et donc à terme de stocker cet hydrogène entre les saisons et pouvoir l'utiliser, en gros le produire l'été quand il y a du soleil et l'utiliser l'hiver quand il fait froid et qu'on a besoin de chaleur, pour faire très simple. Et donc, quand on a raconté toute cette histoire de transition énergétique qui nous emmène d'aujourd'hui à 2050, un certain nombre d'analyses de prospectivistes imaginent que l'hydrogène pourra, à l'horizon 2050, satisfaire 20% des usages finaux de l'énergie. 20% des usages finaux, c'est beaucoup à l'échelle du système énergétique. Et puis, c'est également assez peu dans la mesure où actuellement, vous avez, alors grosso modo, on ne le voit pas très bien ici, mais un tiers d'électricité dans le système, un tiers de gaz et un tiers de pétrole. Donc ça resterait, donc ce n'est pas la solution à tous les problèmes, ça resterait un petit, un vecteur énergétique moyen qui satisferait une vingtaine de pourcents des usages finaux, mais qui permettrait de libérer tout le potentiel des énergies renouvelables. Voilà cette introduction un peu systémique qui permet de replacer dans ce contexte l'hydrogène. Et effectivement, notre vision chez Engie, où nous souhaitons être un leader de cette transition zéro carbone et d'utiliser tout le potentiel de l'hydrogène dans la mobilité, mais aussi dans toute la chaîne énergétique, notamment pour verdir les réseaux de gaz et les stockages de gaz, être capable de proposer aux territoires, aux industriels, un système énergétique qui finalement aurait le meilleur de l'électricité renouvelable et le meilleur du gaz, c'est-à-dire la capacité de transporter et stocker entre les saisons. Et il est vraiment là l'enjeu de l'hydrogène, apporter le meilleur des deux mondes, le meilleur d'une énergie stockable et gazeuse et le meilleur d'une électricité renouvelable. Et donc, on imagine comme cela, dans notre vision, être capable, d'ici quelques années, d'opérer des systèmes à l'échelle régionale, puis continentale, avec des hubs de production massifs d'hydrogène à partir de soleil, d'hydroélectricité, de vent, de le stocker, de l'utiliser localement pour de la mobilité, des activités industrielles, du chauffage, mais aussi être capable de le transporter vers d'autres zones qui ont besoin d'énergie, où cet hydrogène pourra être utilisé dans la mobilité, de la même manière dans des applications de chauffage résidentiel, mais aussi en mobilité. Et donc, nous pensons qu'un groupe énergétique peut jouer un rôle et déployer, accompagner le déploiement de cette énergie, l'évolution du système énergétique tout au long de la chaîne, avec un enjeu qui est vraiment clé. C'est qu'une fois qu'on partage ce diagnostic et cette vision de long terme, il est important d'agir. Et donc, nous pensons que l'action est un cercle vertueux, puisque plus nous allons produire d'hydrogène, plus on va industrialiser les techniques, plus les coûts vont baisser, plus nous allons développer d'énergie renouvelable dans le réseau, plus on va être capable, grâce à cet hydrogène, d'intégrer des énergies renouvelables dans le système, puisqu'on pourra choisir quand on le produit et quand on l'utilise. Donc, c'est ce qu'on appelle déphaser l'offre et la demande. Et donc, on pourra produire plus de renouvelables qui permettront d'avoir plus d'hydrogène renouvelable et l'un alimente l'autre. Et donc, nous pensons vraiment qu'il y a un rôle vital, une opportunité pour les pionniers qui vont construire ce système. Et ce système repose sur les usages, et je reviendrai après dessus, puisque il y aura intégration de l'hydrogène dans le système que s'il y a des usages. Nathalie en parlait, c'est ce que nous faisons en région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le projet Impulsion. Voilà une introduction assez à la fois courte mais quand même étoffée sur le rôle que pourrait jouer l'hydrogène dans la transition énergétique. Si on se concentre maintenant sur la mobilité verte, l'enjeu de la mobilité verte,
il est effectivement dans l'impact des transports sur l'environnement et dans la prise de conscience qui est liée à cela. Les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre, les 2/3 des émissions d'oxyde d'azote et puis une quinzaine de pourcents des émissions de particules et sont jugés responsables de 48 000 morts par an. Donc là, on a un diagnostic assez factuel qui se traduit d'une part par des objectifs ambitieux, vous en parliez précédemment, à travers les accords de Paris, un certain nombre de lois. Et puis, ces objectifs se traduisent dans un durcissement de la régulation, mise en place de zones à faible émission, part minimale obligatoire de véhicules à faible émission dans le renouvellement des flottes publiques et des flottes d'entreprises. C'est qu'il y a maintenant des obligations à avoir des véhicules propres. Une collectivité qui organise la mobilité sur son territoire, qui a des réseaux d'autobus, d'autocars, doit d'ores et déjà commander entre maintenant et 2024 50% de véhicules propres et au-delà de 2024 devra commander 100% de véhicules propres. Et puis on en parlait tout à l'heure, le bannissement des véhicules thermiques après 2040, voire plus tôt. Donc là, on a vraiment un enjeu très fort, une prise de conscience qui pousse les uns et les autres à agir. Face à cela, il y a un panel de solutions que je vais vous présenter de manière assez succincte. Et ces solutions couvrent un ensemble d'usages. Et donc, il y a, à notre avis, il n'y a pas, à notre avis, de solutions magiques. Il y a un panel de solutions qui répondent à différents enjeux, qui vont de l'électromobilité à batterie, qui ciblent plutôt des usages peu intensifs, donc des véhicules qui font peu de kilomètres, ou des usages légers, donc qui emportent peu de marchandises. Une promesse forte sur l'hydrogène pour déverrouiller les limites de la batterie en adressant des usages intensifs, voire extrêmement intensifs et très énergivores quand on parle d'avions à hydrogène ou de cargo à hydrogène. Une énergie plutôt du futur, dont les premiers pas sont en train d'être écrits. Et puis, également, le gaz naturel le véhicule, qu'il soit comprimé ou liquéfié, avec sa version bio, qui est une énergie tout à fait adaptée à la mobilité, qui existe dorénavant, qui existe pas dorénavant, qui existe déjà, que l'on déploie depuis plus de 20 ans, et qui est une solution qui est économiquement compétitive par rapport au diesel. Et donc, il y a vraiment dans ce basculement une temporalité. Le gaz naturel, le véhicule, réduit de 25% les émissions de CO2 par rapport au diesel, de 85% quand il est bio. Il n'émet pas de particules fines, il fait moins de bruit, il est économiquement viable. Et donc, actuellement, il y a un grand mouvement de verdissement des flottes au gaz naturel et au biogaz naturel, et qui s'adresse aux bus, aux camions, à la collecte d'ordures ménagères, aux véhicules de livraison. Et il peut exister en version liquéfiée qui permet d'avoir encore plus d'autonomie, et en version bio quand il est fabriqué à partir de déchets ou de matières agricoles. L'électromobilité, vous en parliez précédemment. Ce que je n'ai pas dit sur le gaz, c'est qu'on considère que dans chacune de ces énergies, il y a un point d'inflexion, un moment à partir duquel les véhicules et l'offre se déploient entre guillemets spontanément, indépendamment des dispositifs d'aide. Et on considère que la solution gaz naturel est une solution qui est arrivée à mature, qui se développe de façon naturelle depuis 2015. L'électromobilité à batterie, on voit effectivement en 2020 un vrai décrochage, c'est-à-dire qu'on a des ventes de véhicules qui sont supérieures, qui s'envolent, qui sont supérieures aux prévisions. Et donc, on verra si l'avenir nous donne raison, mais on imagine que cette bascule a eu lieu en 2020. C'est le point d'inflexion à partir duquel le marché part au-delà des effets d'aide, de subventions, de militantisme et d'autres sympathies pour la cause. Et on projette à peu près 5 millions de véhicules électriques à l'horizon 2030,
sur une flotte de 40 millions de véhicules légers en France, avec un vrai point dur et qui nous interpelle et qui est au cœur de notre activité, qui est l'insatisfaction quant aux infrastructures de recharge, donc une vraie nécessité de construire et de déployer des stations, de déployer des bornes de recharge en voirie pour les personnes qui n'ont pas de parking avec une prise, de déployer des bornes de recharge sur les autoroutes. Et donc, un certain nombre d'initiatives sont prises par les pouvoirs publics, tant pour accélérer le déploiement de bornes de recharge au sens large que pour accélérer les stations de recharge rapide sur autoroute. Et puis, enfin, en termes d'offres de mobilité propre, le troisième sujet se retrouve dans la mobilité hydrogène. L'hydrogène, quand il est renouvelable, n'émet aucun CO2, donc pas d'émissions globales, pas d'émissions locales non plus, puisque cet hydrogène dans le véhicule est recombiné avec l'oxygène de l'air pour faire de l'eau. Et donc, le seul polluant d'un véhicule à hydrogène est de l'eau. Et donc, au pot d'échappement, alors vous voyez là, une petite voiture grise qui est une voiture Toyota Mirai, il y a un pot d'échappement, vous pouvez mettre un verre d'eau et boire l'eau du pot d'échappement. Donc, c'est un produit, c'est une eau qui est potable et tout à fait buvable. Et ces véhicules hydrogène offrent grosso modo 2 fois plus d'autonomie que des véhicules électriques à batterie et un temps de recharge qui est similaire à un véhicule à carburant liquide. Donc, on va cumuler le meilleur des deux mondes, zéro émission locale globale et des conditions d'utilisation en termes de temps de recharge et d'autonomie similaires aux véhicules conventionnels. Voilà les grands enjeux de mobilité, gaz, batterie, électricité, hydrogène. En termes de... Et on imagine que le véhicule à hydrogène sera mûr et que son développement deviendra autoportant à peu près en 2025. C'est-à-dire que de maintenant à 2025, c'est l'énergie qui est mise par les pouvoirs publics, les acteurs industriels, les territoires, les parties prenantes dans le territoire à développer des projets qui font le développement de cette mobilité. Et nous pensons qu'à partir de 2025, on sera dans un sujet où la mobilité hydrogène se développera par elle-même dans des conditions économiques acceptables pour les utilisateurs. En termes de projection, alors le marché actuel, c'est à peu près 40 millions de véhicules qui roulent en France, 470 TWh d'énergie consommée, de l'ordre du tiers de la balance énergétique, qui se répartissent de la manière suivante. 20 000 véhicules gaz. Alors, 20 000, c'est peu, mais ce sont essentiellement des véhicules lourds. Donc, on est à peu près sur 20 000 véhicules sur un parc d'un peu moins d'1 million de véhicules lourds, de l'ordre de 600 000 véhicules lourds. Et donc, on imagine que ce parc va être, d'après les perspectives, notamment d'après la programmation pluriannuelle de l'énergie, on imagine que cette énergie est appelée à être multipliée par 10 dans les 10 prochaines années. Et donc, on aura à peu près un quart du parc de véhicules lourds qui rouleront au gaz en 2030. De notre côté, nous opérons un réseau de 150 stations gaz naturel, dont une soixantaine ouvertes au public, donc un réseau de stations-service ouvertes aux uns et aux autres. Et pour suivre cette croissance, nous construisons 20 stations par an. Donc on est quand même sur un marché qui est mature et qui accélère fortement, où l'enjeu est de construire des stations pour que les opérateurs, notamment les opérateurs de transport et de camions, puissent acquérir des camions et les mettre à la route. Concernant le segment des véhicules électriques, on est un peu moins d'1 TWh, on imagine qu'il va être multiplié par 15 à l'horizon 2030, et donc un parc qui va passer de 200 000 à environ 5 millions de véhicules. Alors la plus grosse croissance, elle est pour l'hydrogène, mais on part de très loin, on part de 3 gigawattheures, et on imagine, et de 600 véhicules, et on imagine qu'en 2030, on sera rendu à 2 TWh. Pour faire assez simple, c'est une énergie qui va vraiment venir en relais, en complément au gaz,
Et en 2030, l'hydrogène, on imagine que l'hydrogène aura atteint un marché des conditions similaires à celles du gaz actuellement. Voilà un peu les grands enjeux sur ces 3 vecteurs. Et si pour poursuivre et terminer cet exposé, je vous propose de zoomer un petit peu plus sur, maintenant qu'on a vu les enjeux de transition énergétique et de l'hydrogène dans la transition énergétique, les enjeux de mobilité verte et de mobilité propre, de vous parler un petit peu plus d'hydrogène et de mobilité. Alors on parle de futur, mais nous aimons bien parler d'hydrogène au présent. Et donc, ces différentes photos sont des vraies photos de stations hydrogène qui existent dans la vraie vie. Donc, ce n'est pas que du futur. Le futur s'écrit aussi au présent, et c'est en construisant ces premières installations que l'histoire se déroule. En haut à droite, nous sommes à Chambéry. En bas à gauche, nous sommes au Gravenche, à côté du site Michelin à Clermont-Ferrand. Déployer un réseau de stations, c'est plusieurs actions. La première, évidemment, c'est de les construire. C'est de les construire, donc de les concevoir, d'intégrer des problématiques de sécurité, de faire de l'ingénierie, de définir comment on va remplir des véhicules, de définir comment on va facturer, compter l'hydrogène, de construire ces stations, et puis après de les opérer, de les maintenir. Et ces stations, à date, nous en opérons 20 sur la quarantaine qui existe en France. 20 stations en fait de toute taille, qui vont de stations qui alimentent 4-5 véhicules pour faire la démonstration dans un territoire de ce qu'est la mobilité hydrogène, jusqu'à des stations à échelle industrielle qui alimentent des autobus dans des dépôts de bus. Et ainsi, nous avons la chance et le privilège d'opérer les 2 premières stations qui ont été construites, et les 2 stations dédiées à des flottes d'autobus qui existent en France, qui sont à Oudin, donc pas très loin de Lens et à Pau, et qui sont deux stations dédiées à des lignes de bus à haut niveau de service à hydrogène, et qui là sont au-delà de la démonstration, puisque ce sont de véritables outils industriels. J'aime à dire que notre enjeu là n'est pas de produire ou de distribuer de l'hydrogène. Notre enjeu est de faire en sorte que tous les matins, les véhicules de nos clients, donc des syndicats de transport, soient pleins d'hydrogène, un carburant propre. Mais le premier enjeu est bien que ces véhicules soient pleins tous les matins. Donc on est sur de véritables installations industrielles qui doivent fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, et qui sont désormais en opération depuis un peu plus d'1 an, dans le cadre de contrats où nous assurons la disponibilité de ces installations sur une quinzaine d'années. Et puis, au-delà de cette dimension vraiment industrielle et opérationnelle, nous avons également un rôle très important dans la promotion de projets que nous appelons vallées hydrogène. Et donc, une vallée hydrogène, alors on la schématise sur le petit schéma à gauche, consiste grosso modo sur un territoire autour d'une production d'énergie renouvelable et d'hydrogène renouvelable, de déployer un certain nombre d'usages qui peuvent être industriels, qui peuvent être de mobilité, de déployer un réseau de stations, et en fait d'atteindre une masse critique qui permette à l'hydrogène d'exister dans le territoire au-delà de la volonté des premiers pionniers. Et donc nous développons un certain nombre d'écosystèmes dans toute la France. Ce sont des écosystèmes qui sont soutenus et accompagnés dans le cadre du plan de relance, dans le cadre d'appels à projets de l'ADEME. Et dans le cadre de ces écosystèmes, nous allons construire 25 stations hydrogène dans les 2 à 3 prochaines années. Effectivement, en Occitanie, en région sud, dans le Grand Ouest, notamment en Bretagne, et tout particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit du projet
dont Nathalie parlait précédemment. Donc un projet qui s'appelle Zero Emission Valley, qui est un projet qui fédère, et vraiment qui est un projet qui a la confluence des intérêts des uns et des autres et qui fédère différents acteurs. En l'occurrence, il fédère la région Auvergne-Rhône-Alpes, Michelin, la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires et le Crédit Agricole, ainsi qu'Engie. Et l'idée de ce projet consiste à mutualiser, à fédérer les intérêts des différents acteurs pour faire assez schématique et simple. Bon, je vous ai parlé beaucoup d'Engie. L'intérêt d'Engie, effectivement, de déployer des infrastructures énergétiques, donc de déployer des stations et d'offrir du carburant au territoire à ses clients. Michelin est fortement engagé dans la mobilité hydrogène, notamment à travers Symbio et à travers le déploiement de véhicules et de piles à combustible. Et donc, pour que ces véhicules, ces piles à combustible se déploient et se vendent, Michelin a besoin que des réseaux de stations se construisent. Et puis, une collectivité locale, en l'occurrence la région Auvergne-Rhône-Alpes, est préoccupée à différents niveaux par le déploiement de l'hydrogène. Alors effectivement, il y a une première problématique qui est celle que l'on voit le plus, qui est la problématique environnementale. La région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par un certain nombre de zones en dépassement d'émissions atmosphériques et a besoin d'avoir sur son territoire de voir se déployer sur son territoire des écosystèmes de mobilité propres, et donc a un intérêt à ce qu'un tel projet se déploie. Elle a aussi un intérêt en tant que donneur d'ordre, en tant qu'autorité organisatrice de mobilité, puisqu'elle a en charge d'organiser un certain nombre de sujets de mobilité, que ce soit dans le transport ferroviaire, mais aussi dans le transport routier à travers des liaisons interurbaines. Et puis enfin, il y a un enjeu industriel. La région accueille sur son territoire une grande partie de l'industrie française liée à l'hydrogène, notamment autour d'un côté de Michelin et puis d'un autre côté d'un certain nombre d'entreprises qui émanent du CEA et des travaux menés au CEA. Et donc, il y a autour du développement d'une nouvelle filière industrielle un véritable enjeu de développement industriel, de développement économique et de localisation d'emplois industriels dans le territoire. Et fort de ces diagnostics et de ces intérêts partagés, nous nous sommes associés dans un projet appelé Zero Emission Valley, qui consiste à déployer 20 stations et 1200 véhicules dans la région d'ici à 2023. Des véhicules hydrogène avec un hydrogène renouvelable produit par électrolyse de l'eau et utilisé en mobilité. La première station est opérationnelle depuis 2020 et les 20 stations doivent être livrées à l'horizon 2023. Et ce projet est un véritable projet emblématique, drapeau, qui illustre une manière de construire et de déployer une mobilité propre et aussi d'industrialiser un territoire. Et donc, c'est un projet qui est en cours de réplication dans un certain nombre d'autres territoires et qui a notamment inspiré les appels à projets publiés par l'État et l'ADEME, en disant bah, tiens, il y a un intérêt à mutualiser l'énergie et l'envie des acteurs pour créer ces écosystèmes de mobilité, pour faire émerger la filière hydrogène. Voilà, et donc pour terminer, quelques photos qui vont de vélos hydrogène qui d'ailleurs vont être déployés dans la région, d'un véhicule qui fait le plein à Chambéry sur une station hydrogène, et puis également en haut à droite d'une usine de production d'hydrogène où nous alimentons en hydrogène renouvelable le CEA pour ses recherches à Grenoble. Merci Julien, c'est un exposé très complet.